Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Aujourd'hui, nous poursuivons notre petite série de portraits consacrés à des artistes qui, à travers leur travail artistique, leur œuvre, ont contribué à apporter un éclairage sur les vertus de l'art comme soin. Et aujourd'hui, nous parlons de Joseph Heinrich Beuys, artiste allemand de la seconde partie du XXe siècle, grand artiste allemand, artiste plasticien, qui, par une expression artistique totale, a véritablement transcendé son vécu traumatique. Alors, au sommaire, le mythe traumatique de Joseph Beuys, ensuite l'expression artistique pour se reconstruire et trouver sa place, enfin son concept de sculpture sociale. Ce qu'on peut dire pour démarrer, c'est qu'à l'instar de Niki de Saint-Phalle, sur qui nous avons fait une vidéo, en fait, Beuys fait partie de ces artistes qui, encore une fois, après avoir vécu un traumatisme particulièrement violent, eh bien, il va s'investir totalement, il va rentrer dans le champ de l'art, s'y investir totalement, créer une œuvre très complexe, très vaste, très diverse aussi, et que par l'expression créatrice, artistique, il va dépasser son trauma. Et que là encore, comme dans le cas de Saint-Phal, nous allons voir que le traumatisme qu'il a subi va être le déclencheur de son œuvre et qu'il a fonctionné en fait, là encore, comme un symptôme récurrent. Alors venons-en au mythe traumatique de Beuys. Ce qu'on peut dire, c'est que Beuys, alors né en 1921, décédé en 1986, Beuys, alors né en 1921 à Creveld en Rhénanie du Nord-Westphalie, engagé très tôt dans l'armée allemande et en fait en 41, et en fait en 1944, il a que 22 ans, il est alors opérateur radio, il est affecté en Crimée, au sud de l'Ukraine. Et en fait, en mars de cette année-là, en mars 44, il est en mission à bord d'un bombardier Suka, au-dessus de la péninsule de Crimée, et là il est victime d'un crash, le pilote meurt, perd la vie, Beuys s'en sort, mais il est victime d'une commotion cérébrale, multiples brûlures, de fractures dans tous les sens, et il a la chance d'être recueilli dans la neige par des paysans criméens. Beuys lui parlera de Tatars, qui est un peuple nomade qui compose en partie la Crimée. Et en fait, selon Beuys, pendant plusieurs jours, ces derniers vont le soigner. D'abord, selon une technique pour prévenir l'hypothermie, ils vont l'enrouler dans des couches de feutre et ils vont faire aussi cicatriser ses plaies avec de la graisse animale. Ils vont également le nourrir avec du miel pour l'aider à reprendre des forces et tout ceci avant que l'armée allemande le retrouve et après l'emmène dans un hôpital militaire. Alors, je dis, là c'est là où on voit la notion du mythe. C'est parce qu'en fait, il y a pas mal de chercheurs allemands qui se sont intéressés à cette phase de la vie de Beuys, qui, selon eux, ça a dû peut-être il a peut-être été soigné pendant un jour ou deux, grand maximum, mais pas une semaine, et qu'en fait, on peut imaginer que Beuys a un peu mythifié l'histoire. Il n'empêche qu'il a fondamentalement été victime de ce traumatisme très violent, et que ce qu'on peut dire, c'est que cette expérience extrême, en fait, elle va fondamentalement constituer un tournant dans sa vie, puisqu'il va ensuite, on va le voir, s'engager complètement dans la construction de son œuvre, dont les fondements vont vraiment prendre racine dans ce que lui-même appelait la légende tatar. Donc la légende tatar, il y a une petite référence au fait qu'il l'a un peu mythifié. Et d'ailleurs, Beuys dira à propos de son expérience traumatique qu'elle l'a complètement changé, qu'elle a surtout complètement changé sa conception de la vie et qu'elle lui a permis de comprendre à la fois la place de l'homme dans la société ainsi que sa propre place. Alors, pour poursuivre, ce qu'on peut dire, c'est que juste après la Seconde Guerre mondiale, donc au lendemain de la guerre, en 1946, alors là, il commence à sculpter déjà, et il démarre en parallèle des études à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf. Il étudie aussi, tout ça encore une fois en parallèle, s'intéresse à l'alchimie, aux liens entre la religion et les sciences, aux théories de l'évolution, et il se passionne aussi pour la symbolique animale. Et au début des années 50, il va vraiment commencer à développer sa propre approche sculpturale, et là, il va utiliser principalement comme matériaux du feutre, de la graisse et de la cire d'abeille. Donc là, on voit bien la relation directe avec les matériaux qui l'ont soigné, qui l'ont permis de revenir à la vie. Et il raconte justement qu'il utilise ces matériaux qui sont en lien direct avec son vécu traumatique. Il les utilise particulièrement pour leur capacité de transformation au contact de la chaleur. Et d'ailleurs, il va développer à partir de ces matières-là, de ces deux matières essentiellement, il va mettre en avant son concept de Fat and Felt, à savoir de feutre et de graisse,
en partant du principe que selon lui, la chaleur est ce dont les hommes ont le plus besoin, là il fait donc référence à la chaleur humaine, et qu'elle est même vitale en fait. Or, le feutre est fabriqué à partir du poil d'animaux, c'est une matière chaude, et la graisse, qui fascine aussi Beuys, elle représente également la chaleur, elle peut être aussi par ailleurs solide et liquide, et qu'on peut donc la rendre liquide, notamment en la chauffant. Mais que dans les deux cas, ces matériaux archaïques, en fait, portent la vie en eux et ont été avant tout des facteurs de résurrection pour Beuys lui-même. Précisons d'ailleurs que, outre le feutre et la graisse, omniprésent dans ses œuvres, dans ses créations, Beuys va aussi utiliser du sang dans certaines de ses créations, et il fera régulièrement aussi apparaître l'emblème de la Croix-Rouge dans ses installations, qui sont donc deux autres éléments liés à son traumatisme direct. Par ailleurs, pour l'anecdote, Beuys portait toujours un chapeau, un feutre, hein, et d'ailleurs, dans toute occasion, dans ses performances, enfin partout, il avait tout le temps son feutre. Alors, je ne sais pas s'il dormait avec son feutre, mais on l'avait d'ailleurs. Il signait aussi, c'était une sorte de chapeau, sa signature, donc, et en fait, il se présentait comme l'homme feutre, en fait, d'une certaine façon. Alors voyons voir maintenant la question de son expression artistique pour se reconstruire et trouver sa place. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'en 1955, Beuys, en fait, plonge dans une profonde dépression qui l'empêche complètement de créer. Et en fait, cet épisode qu'il relie lui-même à son trauma, a raison a priori, on peut imaginer qu'il y a eu beaucoup de reviviscence, de traumatique. Et en fait, pour lui, il considère que c'était vraiment une seconde mort. Et il arrive à entamer une psychothérapie, mais elle va rien donner. Et il va partir se reposer à Kranenburg, là encore en Rhénanie du Nord-Westphalie, chez deux frères, les frères Van Grieten, qui sont des collectionneurs d'art, qui ont acheté ses premières œuvres d'ailleurs, et qui sont propriétaires d'une ferme. Et en fait, là-bas, pendant plusieurs mois, Beuys va travailler dans les champs, il va retrouver goût à la vie. Et une fois encore, il dira qu'il doit sa survie, il estimait devoir sa survie à quelque chose plutôt d'archaïque, à savoir le travail de la terre. Et ce qui est très intéressant, c'est que toute l'œuvre de Beuys sera alors basée justement sur des représentations d'éléments et de formes surtout très simples. Et qu'il utilisera même des objets de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours, pour les mettre en scène dans des installations qui chercheront en fait à montrer que la vie idéale, selon Beuys, est une vie réduite à l'essentiel. Là, encore une fois, rattaché fondamentalement à son trauma. Alors, ce qu'on peut dire, enfin, sur la question expression même, c'est que si l'expression traumatique de Beuys a indiscutablement transformé sa manière d'être au monde, son être au monde, et l'a entraîné donc dans une mutation spirituelle, elle est aussi au cœur, en fait, de sa pratique artistique, tant sur la forme que sur le fond. Et en fait, dans son cas, l'activité artistique est à la fois donc un soin, une manière de se reconstruire, remettre du sens dans sa vie, et aussi une façon de trouver sa place. Et que faut bien voir que plus encore, en fait, il y a cette notion qu'après avoir connu son expérience, une expérience de mort imminente, Beuys va prendre en quelque sorte les habits d'un chaman. Et par son œuvre, donc, qui sera encore une fois très variée, il y aura de la sculpture, des dessins, des installations, des performances. Toute son œuvre va être porteuse en fait d'une très très forte charge symbolique, avec l'idée de chercher à soigner la société. C'est là où on retrouve cette espèce de question chamanique en fait. Et l'un des meilleurs exemples à ce sujet, c'est une performance très célèbre qu'il a réalisée en 1974 dans une galerie à New York, la galerie René Bloch. Il avait intitulé cette performance I Like America and America Likes Me, et où il passe 3 jours avec un coyote qui était enfermé dans une sorte dans un espace de la galerie avec des grillages autour de l'espace, et en fait avec le coyote, animal est extrêmement symbolique puisqu'il renvoie, c'est un animal sacré, c'est les Amérindiens qui avaient été massacrés par les migrants pendant la conquête de l'Ouest, etc. Mais là, encore une fois, à travers cette performance-là, il mettait vraiment en avant cet esprit chamanique. Venons-en au concept fondamental chez lui de la sculpture sociale. Alors je disais que c'était un artiste total, Beuys, dans le sens où son œuvre va porter à la fois sur les questions politiques, questions économiques, sociales, scientifiques et aussi écologiques. Et qu'en fait, à travers son concept de sculpture sociale, il va d'une certaine façon, on pourrait dire, faire une synthèse
en partant du principe que, selon lui, le seul acte plastique véritable, donc à rattacher à sa condition d'artiste plasticien, mais aussi à la plasticité de son psychisme, hein, mis en œuvre après son trauma, le seul acte plastique véritable, selon lui, consiste dans le développement de la conscience humaine, et que ce développement passe nécessairement par l'art, et particulièrement à travers le processus d'action, processus de destruction et de création, que selon lui, à travers ces différents processus, chacun peut alors s'exprimer, se subjectiviser et surtout s'émanciper en fait. Mais lorsque Beuys parle de l'art, donc il ne s'agit pas de l'œuvre d'art, mais vraiment bien plutôt de l'acte de créer et du processus de création. Et là, ça nous intéresse évidemment particulièrement par rapport aux thérapies par l'art. Et que selon lui, si chaque personne se met en situation de réveiller sa créativité, et ses forces de création qui sont plus souvent mises en sommeil, alors on peut se libérer, on peut prendre pleinement conscience de sa propre vie. Et en fait, Beuys s'appuie, étaye son concept de sculpture sociale à partir du concept de flux universel, notamment du philosophe grec Héraclite, pour qui en fait l'expérience de la vie passe par le flux de la création et de la destruction permanente. Or, l'art est précisément destruction et création, et qu'à l'instar de la vie, il n'est jamais figé. En fait, en définitive, ce qu'on peut dire, c'est que Beuys, à travers son concept de sculpture sociale, il postule, il estime que, en fait, nous sommes tous des artistes, dans le sens où nous sommes tous capables de créer. Et que, selon lui, dans un monde malade du matérialisme, alors là, on était dans les années 70, donc qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Mais que dans un monde malade du matérialisme et complètement, fondamentalement aliéné, seule la créativité et le processus de création peuvent nous permettre de se libérer en proposant d'autres types d'organisations sociales, d'autres types de relations humaines. Et que, en libérant notre créativité dans la vie de tous les jours, nous pouvons, chacun à notre niveau, changer le système et s'en émanciper. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, ce concept, il va particulièrement le mettre en œuvre, en s'investissant dès le départ, en étant même un peu l'un des initiateurs du mouvement écologique allemand. Et il va notamment créer de nombreux événements pour alerter sur le devenir de la planète. Là, on est vraiment fin des années 70, donc c'est plutôt tôt quand même, hein, par rapport à aujourd'hui. Et que on peut citer notamment un événement assez majeur qui a eu un vrai retentissement. C'était en 82 dans la ville de Kassel en Allemagne, dans le land de Hesse, où il est à l'origine de la plantation de 7000 chênes. Et que cette action qu'il va initier, elle va se poursuivre pendant plusieurs années, y compris après sa mort en 86. Avec l'idée, alors Beuys avait commencé à planter des chênes, et à côté de chaque chêne planté, des petits chênes, il déposait une petite stèle de basalte. Et que son objectif, c'était en fait de montrer l'interaction entre le minéral et le végétal. Et de montrer que le minéral est fixe, mais l'arbre, petit à petit, se développe, grandit, et va devenir beaucoup plus grand que la pierre. Et ça, c'était pour lui éminemment symbolique, et c'était, encore une fois, pour essayer de sensibiliser à la question de la biosphère, et surtout montrer que tous les hommes peuvent, mais surtout doivent s'impliquer dans la conservation de la planète qui l'abrite. Voilà. Alors, pour finir, ce qu'on peut dire, et finir sur un point qui nous intéresse particulièrement, sur Beuys, et sur la question de l'art comme soin, c'est qu'en fait, Beuys, en transcendant son trauma et en redéfinissant complètement son système de valeurs grâce à l'expression artistique, il a voulu, encore une fois, montrer surtout que pour s'échapper du système aliénant dans lequel nous sommes enfermés, et surtout un système qui est destructeur de liens intra- et intersubjectifs, en fait, la créativité et le processus de création représentent les seules véritables alternatives pour s'en échapper et surtout pour ne pas sombrer dans l'uniformisation. Voilà. Alors à lire, de Joseph Beuys, il a écrit plusieurs livres, mais là j'en ai retenu 2. Qu'est-ce que l'art, publié en 1992. Second livre, Par la présente, je n'appartiens plus à l'art. Publié en 1997. Autre livre sur Joseph Beuys. Alors il y a Joseph Beuys, c'est un livre collectif publié au Centre Pompidou, aux éditions du Centre Pompidou en 1994. Joseph Beuys, La sagesse moderne de Démosthène d'Avétas, publié en 2013. Enfin Joseph Beuys, Art, politique et mystique, écrit par Éric Valentin et publié en 2014. 2 films à voir, selon moi. Un film à voir, Beuys, réalisé par Andrés Veilleul, produit en 2017. Très bon film. Et aussi avoir plusieurs de ses conférences sur Internet.
vous les trouverez assez facilement, notamment une où il explique en quoi l'art est une nourriture indispensable à l'homme. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas sur celle-ci, n'hésitez pas, je vous renvoie à la description de la chaîne. Sinon, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.